Dans ce nouveau tuto, nous allons voir comment connecter un programme Java à une base de données relationnelle. Pour ce faire, nous allons utiliser l'API JDBC, Java Database Connectivity. Dans un premier temps, ce que je vais vous montrer, c'est comment créer notre base de données. Une fois que nous aurons notre base de données, je vous présenterai rapidement l'architecture, les principes de base de JDBC. Une fois que nous serons clairs sur ce point-là, nous passerons à un petit exemple, un petit code d'exemple qui vous montrera comment se connecter à la base. Donc première étape, construire une base de données. Donc pour ce faire, j'ai commencé à écrire un petit fichier de code SQL. Alors il est clair qu'on pourrait utiliser différentes bases de données. On pourrait utiliser Oracle, on pourrait utiliser SQL Server, du PostgreSQL, du MySQL ou autre. Personnellement, j'ai choisi d'utiliser MariaDB. MariaDB, c'est un fork de MySQL et il a l'avantage d'être assez simple d'emploi et relativement efficace. Donc le script SQL qui est là, bien entendu, est en lien avec la nature de base de données MySQL. Si vous changez de base de données, il faudra certainement adapter la syntaxe du SQL qui est ici. Chaque base de données ayant fait des petites évolutions propriétaires. Bon, dans tous les cas, les commentaires, ça commence par -- impeccable. Et ici, regardez, la première des choses que je commence par faire, c'est si une base de données existe sous le nom de WebStore, je commence par la détruire. Pour faire quoi? Pour la reconstruire la ligne suivante. Et après, j'y crée un certain nombre d'éléments. L'avantage de cette technique, c'est que si jamais je fais des bêtises durant mes manipulations, je peux sans aucun problème détruire la base de données que j'aurais cassée et en régénérer une nouvelle en quelques secondes chrono. Très bien. Bon, une fois que la base est créée à vide, je me place dans cette base de données et notez que ce script va créer un certain nombre de tables. Bon, je ne vais pas toutes les détailler pour le moment. Pour ce premier tuto sur JDBC, la seule table qui nous intéresse réellement, c'est celle qui est définie ici. La table des utilisateurs, des users. Et donc, dans cette table, nous aurons une première colonne. C'est un identifiant unique de type numérique. C'est la clé primaire. Elle est en auto-incrément. Bon, bien que ici, je ne fasse pas jouer l'auto-incrément, mais je pourrais travailler ainsi. À partir de là, je définis un login et un password qui seront associés aux différentes identités des utilisateurs qui vont pouvoir se connecter à ce logiciel WebStore. Et puis on imagine, on veut compter le nombre de fois où un utilisateur s'est connecté. Donc on va avoir une colonne connection number qu'on incrémentera à chaque connexion. Bon, pour le moment, les personnes par défaut ne se sont pas encore connectées, donc le compteur est à 0. Très bien. Ensuite, comme vous pouvez le voir ici, je crée donc un certain nombre d'utilisateurs. Bon, les fans de science-fiction reconnaîtront certainement les personnages présentés ici. Ensuite, je crée d'autres tables. Notamment, j'ai une table d'articles. On peut imaginer c'est un site de vente en ligne. Dans ce cas-là, on va vendre des articles. Ces articles, les utilisateurs du site vont les acheter et donc vont les stocker dans des commandes. Donc ici, je définis tout un ensemble de tables qu'on pourrait utiliser. Bon. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, pour le moment, en vérité, seule cette première table m'intéresse. Et donc, je vais me focaliser dessus. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est à partir de ce script, créer la base de données. Donc pour ce faire, je vais prendre une console et je vais me placer dans le répertoire qui contient ce fichier, donc dans mon workspace. Donc personnellement, je l'ai placé à ce niveau-là. Le projet, c'est 01 JDBC intro et à l'intérieur, on a ce fichier webstore.sql. Très bien. Donc regardez, je vais faire un mysql-u root. Alors cette ligne de commande permet de déclencher le client MariaDB. Alors MariaDB, comme je vous disais, c'est un fork de MySQL et dans mon système, ils n'ont pas encore changé les noms des lanceurs, donc ça reste encore l'ancien nom. Bon, dans tous les cas, je m'y connecte en tant que root, en tant qu'administrateur de la base de données. Alors ça va très bien que c'est mon poste de développement, mais sur un poste réel, bien entendu, vous évitez ce genre de choses et vous créez des utilisateurs spécifiques à chacune des bases de données qui seront stockées sur le serveur. Bon, ça c'est des aspects liés à la sécurité des bases. Je ne vais pas trop me focaliser sur ce sujet-là pour le moment. Donc je m'y connecte en tant que root et regardez, j'ai une commande ici qui s'appelle source. Je lui passe le nom du fichier SQL et cette commande va exécuter toutes les lignes que le fichier contient
et donc me créer ma table d'utilisateurs et m'y injecter mes premiers utilisateurs. Ici, nous avons le résultat d'un select qui nous dit qu'on a bien déjà donc un certain nombre d'éléments dans cette table. Les lignes suivantes, c'est les autres tables que j'ai créées, hein, notamment pour les articles et les commandes. Je passe ces détails-là. En tout cas, nous avons notre table et notre base de données. Regardez, au pire, ce que vous pouvez faire, c'est un show tables. Un show tables sous MariaDB, ça vous permet d'afficher l'ensemble des tables existantes dans la base. Dans la base de données WebStore, j'ai créé toutes ces tables. On va vérifier, je peux faire un select étoile from t users, ça me permet de sortir toutes les données de cette table. Et donc, nous avons bien un certain nombre d'utilisateurs. Hein, et leurs données sont réparties sur les 4 colonnes ID user, login, password et connection number. Vous pouvez aussi lancer la commande describe t-users. Ça vous affichera la structure de la table sur laquelle vous êtes en train de travailler. Très bien. Donc notre base de données est créée, on va pouvoir s'y connecter. Donc pour s'y connecter, ce qu'il faut, c'est maintenant bien comprendre donc l'architecture JDBC. Donc pour ce faire, je vous ai préparé ici un petit diagramme de composants. C'est un diagramme UML. Pour faire ce diagramme UML, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un plugin dans mon Eclipse. Le plugin en question, c'est le plugin Papyrus. Allez, je fais un petit peu de pub parce que je trouve qu'il marche bien. Si vous allez donc sur le site Eclipse, vous verrez qu'il y a un projet donc Papyrus, et donc c'est l'environnement de modélisation UML que la plateforme Eclipse vous fournit. Très bien. Donc j'ai mis mon plugin Papyrus en œuvre là, et donc j'ai commencé à faire un premier diagramme de classe. Diagramme de composants, excusez-moi. En gros, ce qui est dit ici, c'est qu'à ce niveau-là, nous allons avoir un composant. Ce composant, c'est votre application. En gros, ça, c'est le code qu'on va développer. Bon, là, nous, ce seront que quelques lignes de code, mais on peut imaginer qu'un composant, ce soit plusieurs classes et pourquoi pas 10 000 lignes de code, sans aucun souci. Donc ça, c'est notre code. Ce qu'on voit, c'est que ce code tire une dépendance sur l'API JDBC. Alors, l'API JDBC, ici, on parle d'interface. On a une interface de communication intercomposant. D'accord ? Maintenant, comprenez que ça, c'est un concept très abstrait. Une interface de communication va se traduire certainement en plusieurs interfaces au niveau technique Java. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver si jamais vous demandez la Javadoc. Regardez, je prends un nouvel onglet et je vais donc afficher la Javadoc de la plateforme Java SE. Donc on est bien en Java SE 8. Et si vous déroulez ici la liste des packages, normalement en descendant un petit peu, vous devriez tomber sur le package java.sql. Très bien, j'ai cliqué dessus. Regardez, là j'ai de nouveau java.sql, je clique encore une fois. Et donc en descendant un petit peu à ce niveau-là, on est bien sur le package qui contient tous les types qui sont définis par l'API JDBC. Bon, et notez pour information, on est en version 4.2 actuellement. Très bien. Donc, en gros, cette API, regardez ce qu'elle définit, ce sont principalement des interfaces Java. C'est ça, notre interface de communication, c'est la somme de toutes ces interfaces Java. Il y a bien quelques classes, mais notez que ce sont des classes utilitaires, mais il n'y a rien de vraiment important, bon, si ce n'est peut-être le driver manager, je vais y revenir dans quelques minutes. Mais l'essentiel de l'API réside dans les interfaces. Il y a 4 interfaces vraiment majeures sur lesquelles moi je veux porter mon attention dans ce tuto. Driver, donc ça représente un driver de connexion à une base de données. Grâce à ce driver, je vais pouvoir ouvrir une connexion à la base. Donc ici, nous avons l'interface connexion qui décrit comment on ouvre une connexion à une base de données JDBC. SQL, via JDBC. Sur cette connexion, je vais pouvoir exécuter ce qu'on appelle un statement. Un statement, c'est un ordre SQL. Ça va contenir l'ordre SQL à exécuter sur la connexion. Et si cet ordre SQL est un select, dans ce cas-là, on cherche à récupérer des résultats. Dans ce cas-là, on aura un result set.
D'accord? Donc ça, ce sont vraiment les 4 interfaces les plus importantes pour le moment. Driver, qui nous permet la connectique avec la base de données. Grâce à ce driver, on pourra ouvrir une connexion. Une fois que la connexion est ouverte, je vais pouvoir exécuter un ou plusieurs statements. Certains de ces statements me renverront des résultats, donc des résultats. Très bien. Donc ici, nous avons bien l'API JDBC que je vais chercher à vous montrer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ce ne sont que des interfaces, c'est du creux. Donc si vous voulez que ça marche, à un moment donné, il faudra bien que quelque part, on implémente toutes les interfaces définies dans l'API JDBC. Ben, c'est ce qui est fait avec la notion de driver JDBC. C'est-à-dire que chaque fabricant de base de données vous fournit un driver qui implémente le standard, qui implémente la manière classique, standard, de se connecter à une base de données. En gros, c'est un contrat. Ça, c'est votre contrat. C'est l'interface JDBC. Ça, c'est une implémentation concrète pour la base de données MariaDB. Ce composant-là, vous le téléchargez sur le site du fabricant de votre base de données. Personnellement, donc, j'ai décidé d'utiliser MariaDB. Regardez, je vais demander à avoir accès à Google. Là, vous tapez MariaDB JDBC Driver. Bien entendu, vous pouvez remplacer MariaDB par n'importe quelle autre base de données relationnelle. Normalement, vous obtenez ces résultats-là. Et donc ici, vous avez le connecteur JDBC qui vous permettra la connectique. Il ne vous reste plus qu'à cliquer ici sur Download. Et regardez, vous avez ici le jar à télécharger. Donc téléchargez-le. Et une fois que vous avez ce jar, il convient de l'inscrire dans votre projet, de l'associer à votre projet. Donc regardez, je vais ici faire un nouveau dossier, je vais l'appeler lib. On imagine qu'on place toutes les librairies additionnelles dont on ait besoin. Ici, dans les downloads, je retrouve mon MariaDB. Je le mets dans ce répertoire lib. Et ce que je fais, c'est que je prends soin de l'ajouter au buildpass pour y avoir accès via le ClassPass. Très bien. Et donc ici, vous avez un certain nombre de packages avec donc les implémentations de toutes les interfaces définies dans l'API JDBC. Très bien. Bon, notez ce package peut-être, org.mariadb.jdbc. J'y reviens dans quelques secondes. Parfait. Donc une fois que ce petit préalable est prêt, c'est bien. On a notre base de données, elle est en place. On a le driver qui permet la connexion avec la base de données. Il ne nous reste plus qu'à coder. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire une nouvelle classe. Je vais l'appeler démo. Pourquoi pas. Je vais lui rajouter un main. Et puis pour l'heure, on ne va pas trop se soucier des traitements d'erreurs. Si jamais il y a un souci, tant pis. On relaye l'exception, ce qui aura pour effet d'arrêter l'exécution de mon programme. Alors la question, c'est comment je vais accéder. Alors, dans la théorie, ce qu'il nous faut, c'est avoir une instance de driver en mémoire. Alors, vous pourriez me proposer de faire un driver égale new driver, et là, vous pourriez me dire, on prend soin d'importer org.mariadb.jdbc.driver. Regardez, grâce à ce driver, on pourrait invoquer plein de méthodes qui nous permettraient d'obtenir nos connexions et ainsi de suite. Pour autant, ce n'est pas la bonne solution. Alors pourquoi ce n'est pas la bonne solution? Parce qu'en travaillant de cette manière-là, j'ai injecté dans mon code Java, ici, une dépendance à ce driver-là. Ce qui veut dire que si jamais demain, j'ai besoin de changer la nature de la base de données et de faire tourner mon programme sur autre chose que MariaDB, imaginons vous voulez le faire tourner sur du SQL Server. Et ça va vous poser un gros problème, c'est qu'il va falloir modifier les codes sources et les recompiler pour pouvoir finaliser cette manipulation. Donc ça, c'est pas la bonne idée. L'idéal, ce serait de pouvoir changer de base de données sans forcément impacter le code Java existant. Donc, pour arriver à cet objectif-là, on va s'interdire d'instancier en dur le driver avec cette technique-là. Donc, comment allons-nous procéder? Au lieu de mettre ici des imports en dur, on va plutôt chercher à mettre un fichier de configuration dans notre projet. Regardez, je suis au niveau de mon projet, je fais bouton droit et je vais ici créer un nouveau fichier. Je vais l'appeler conf.properties.
Alors je ne sais pas si vous connaissez ce format de fichier properties, c'est néanmoins un format assez classique en Java. Dans un fichier de propriété, on peut y mettre donc des commentaires. Les commentaires débutent par le caractère dièse. Et puis surtout, on va pouvoir mettre des paires clés-valeurs. Par exemple, ici, je vais pouvoir avoir jdbc.driver.class. C'est égal à quoi? Et là, je vais mettre org.mariadb.jdbc.driver. En vérité, je vais avoir besoin de 3 autres chaînes de caractères. Je les écris une fois pour toutes. On aura besoin de quoi? D'une URL, une Uniform Resource Locator. C'est quoi la ressource que je veux accéder? Ce sera via le protocole JDBC et sous protocole MariaDB. Donc ça, c'est les protocoles. La localisation, c'est le poste local, localhost, que j'attaque sur le port 3306. Et la ressource que je demande sur ce serveur, la ressource en vérité, c'est la base de données qu'on y a créée. Je cherche à me connecter à la base de données WebStore. Attention, le nom qui est ici est case sensitive sur Linux, donc faites attention de bien le reporter de manière correcte. Bon, j'aurai besoin aussi d'une clé qui contiendra un login. Bon, on a décidé de s'y connecter en tant que root. Et on a décidé aussi, et on a choisi aussi donc du coup d'utiliser le mot de passe vide. Très bien. Notez, le fait d'avoir ce fichier de configuration présente un autre avantage. Des fois, en termes de sécurité, on souhaite fréquemment changer les mots de passe d'accès à la base de données. Là encore une fois, je n'aurai qu'à changer ce fichier de configuration, mais pour autant, je n'aurai pas à recompiler mon projet. Donc c'est vraiment une bonne chose que de sortir ces informations-là. Bon, le contre-coup, c'est que les personnes qui ouvriraient ce fichier auraient les informations de connexion. Mais bon, soyons clairs, même si ça avait été dans le point classe, en utilisant un décompilateur, on récupérait quand même les logins et les passwords. Donc bon, ça se discute. Peut-être que le password, le mieux, ce serait de le stocker nulle part et de systématiquement le redemander au démarrage de l'application. Bon, là, nous, on va faire simple, c'est rentrer une fois pour toutes dans ce fichier. Très bien. La question maintenant, c'est comment à partir de ce main avoir accès à ce fichier de propriété. Regardez, j'ai un type qui est properties. Il est défini au niveau de java.util. Je vais l'appeler props et je vais créer donc une nouvelle table de propriété. Regardez juste pour info, si je fais bouton droit ici et que je fais Open Type Hierarchy, ça m'ouvre cet onglet qui m'affiche donc la hiérarchie des types. Et c'est quoi le type properties? En vérité, ça dérive de hashtable. C'est une table associative clé-valeur. En vérité, c'est une hashtable. Très bien. Et ce qu'il faut, c'est cette hashtable la charger à partir de mon fichier. Donc là, regardez, je vais utiliser une syntaxe qui est arrivée avec Java 7, c'est le try with resources. C'est-à-dire que là, je vais faire un file input stream que je vais appeler file input stream. C'est un new file input stream sur qui? Sur conf.properties. Et regardez bien, cette déclaration-là, elle est placée entre une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante avant d'avoir l'accolade. Cette information-là, ce type-là implémente le type auto-closable. Et à partir du moment où on est un auto-closable, cette syntaxe vous garantit qu'en sortie du try, il y aura un close qui sera fait systématiquement sur l'objet qui est passé ici en paramètre. Donc ça me permet d'avoir la garantie que mon fichier sera bien fermé. C'est mieux que de mettre un finally et mettre explicitement un fis.close. C'est un petit peu plus compact, un petit peu plus sympathique à gérer. Bon, dans tous les cas, j'ai ma table de propriété, j'ai mon fichier. Ce qu'il convient de faire, c'est charger les données du fichier dans le tableau de propriété. Regardez, pour le moment, je m'arrête là. Je vais juste faire un affichage. Là, vous avez vu, j'ai fait CTRL espace après avoir tapé CISO. Ça me permet de faire un system.out.println un petit peu plus rapidement. Et donc, je vais juste tester si tout marche bien. Je veux récupérer la property jdbc.driver.class.
Vérifions ce qu'on récupère. J'ai bien la chaîne de caractères définie dans le fichier de configuration. Très bien. Donc on a externalisé nos configurations. Maintenant, il convient de charger le driver. Et là, nous allons utiliser le class loader au travers de cette syntaxe-là. Et on lui demande de charger donc la classe grâce à quoi? Grâce à une chaîne de caractères. Donc jdbc.driver.class. Alors attention, là, il n'y a aucune vérification d'un quelconque compilateur. C'est quelque chose que vous avez écrit dans un fichier de conf. Imaginons, j'ai mis un D minuscule. Je n'ai pas le bon nom de classe. Si j'exécute ça, j'ai un class not found exception. Il n'a pas trouvé la classe driver. Si par contre, je mets un driver avec un D majuscule, je reviens ici, je reteste, il semblerait que le programme se soit correctement exécuté. Et donc, une fois que vous avez exécuté ça, ce qui vient de se passer, c'est que votre driver a été monté en mémoire. Alors attention, le class.forName ne fait pas de new. Il va juste charger la classe. Ce qui s'est passé, en vérité, c'est que dans la classe qu'on est en train de manipuler, donc à savoir JDBC driver, ici, il y a un bloc statique. Il y a un initialiseur de classe, d'accord, qui s'est exécuté, ce bloc statique, et c'est lui qui a instancié le driver en mémoire. Et en vérité, pour être plus précis, il a enregistré ce driver au niveau de la classe driver manager. Très bien. Ce qui veut dire qu'à partir de là, grâce à ce driver manager, donc c'est une classe qui est définie dans le package java.sql, regardez, j'y reviens. Voilà. Donc, c'est une de nos rares classes au niveau de cette API. Et ce driver manager me permet de récupérer notamment des connexions. À partir de quoi? Soit à partir d'une URL, soit à partir d'une URL, un user et un password. Et ça vous renvoie quelque chose qui sera typé java.sql.connection. Donc regardez, je fais un getConnection. Mon URL, alors je vais peut-être sortir les choses, ce sera peut-être un petit peu plus joli. String URL égale props.getProperty. Donc on avait dit jdbc.url. Très bien. On avait dit aussi qu'on voulait sortir un login et un password. Donc login, password. Ici, je remets mon login et je remets mon mot de passe. Je remets ma chaîne password. À partir de là, je suis capable donc de faire un get connection grâce à ces trois paramètres. Et la question, c'est qu'est-ce que ça me renvoie? Ça me renvoie une connexion. Mais là, attention, il faut vraiment prendre soin au cas où vous auriez plusieurs autres classes qui s'appelleraient quoi? Plusieurs autres types qui s'appelleraient connection. Des fois, ça arrive en fonction des librairies que vous chargez. Il faut vraiment prendre soin de choper celui qui est dans java.sql. Je l'appelle connection et donc je viens de récupérer ma connexion. Alors une connexion, normalement, il faut la fermer. Mais ça, c'est pas une bonne pratique, c'est vraiment pas une bonne façon de faire. Moi, je préfère utiliser le try with resources. Regardez, si je reprends le type connection qui est ici. Voilà, donc nous avons notre interface. Et regardez bien cette interface, elle est en quoi? Elle est en auto-closable. Le fait qu'elle étende auto-closable garantit que le try with resources va pouvoir marcher dessus et que le close pourra être déclenché automatiquement. Donc en gros, je préfère plutôt travailler de cette manière-là. Et donc là, on a ouvert une connexion, elle se fermera automatiquement dès lors que je sortirai de ce bloc. Très bien. Alors regardez, je fais exprès de faire des bêtises. On va utiliser un utilisateur, un login route 2. Bien entendu, il n'existe pas. Bouton droit, run as. On a une exception qui nous dit qu'on a un accès non autorisé.
on n'a pas les identités adéquates. Si par contre j'ai bien un bon login et un bon password, très bien, on est connecté à notre base de données. Maintenant que nous sommes connectés, ce que je vais chercher à faire, c'est exécuter un ordre SQL. Regardez, je vais faire un string str_SQL et on va commencer déjà par faire une insertion de personnes, pourquoi pas. Insert into t_users. Je vais vouloir définir toutes les colonnes, pourquoi pas, ID user, login, password et connection number. Allez, de mémoire, le dernier utilisateur qui avait été rajouté. Et là, je fais juste un passage à la ligne pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais donc, le dernier utilisateur qu'on avait, c'était James Bond. Donc, on va rajouter son copain, à savoir Monsieur Jason Bourne. Et il s'est connecté 8 fois. Très bien, donc là nous avons notre code SQL à exécuter. Si vous voulez lancer cet ordre SQL dans la base, il convient d'utiliser un statement. Et un statement, regardez, je passe d'abord par la documentation, un statement lui aussi doit être fermé. Et donc là on ne le voit pas bien, mais ça dérive de... Ah oui, ici, voilà. Donc on est bien un auto-closable, et donc ça sous-entend qu'on fournit un close. Ici, nous avons notre close. Donc je vous propose encore une fois de travailler de cette manière-là. Je vais faire un statement. Pour obtenir un statement, comment faisons-nous? C'est grâce à la connexion. Alors là, c'est important de ne surtout pas faire un new MariaDB statement. Si vous faites ça, encore une fois, vous êtes en train d'instancier une classe qui serait spécifique au driver. Nous, ce qu'on veut, c'est être générique. Donc, on va utiliser l'interface statement. Faites bien attention de bien prendre le statement qui vient de java.sql. Notez que là, il y a plusieurs statements. Et ce statement, qui c'est qui va nous le retourner? C'est l'objet de connexion. Mais comprenez, notre objet de connexion est typé par l'interface java.sql. Certes, mais techniquement parlant, c'est bien une connexion de type MariaDB. Donc cette connexion de type MariaDB, même si elle me renvoie quelque chose qui est typé ainsi, dans tous les cas, elle va me renvoyer un statement réellement instancié pour MariaDB. Donc ici, si vous regardez, je peux faire un create statement. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà. Et donc, à partir de là, ce statement, je vais pouvoir lui demander de faire un execute. Alors, soit query, dans ce cas-là, c'est je veux récupérer des résultats, soit un execute update, dans ce cas-là, je veux simplement faire une mise à jour au niveau de ma base de données. Et donc, regardez ici, qu'est-ce que j'exécute? J'exécute l'ordre insert into t_users. Notez qu'à ce niveau-là, la fermeture du statement est implicite et qu'à ce niveau-là, la fermeture de la connexion l'est aussi. Normalement, en sortie de ce programme-là, on a un nouvel utilisateur dans la base. Regardez, je vais faire ici un select étoile from t_users. On a bien donc nos utilisateurs actuels. Je lance ce programme en tant qu'application Java. Je reviens ici. Je vérifie, j'ai bien un nouvel élément. Très bien, donc ça c'est pour exécuter un ordre. Et puis, je vais le commenter pour pas indéfiniment rajouter notre ami JSON. Et donc ici, je vais faire un autre ordre SQL qui est un select étoile from t_users. Ce que je veux, c'est sortir l'ensemble de tous les utilisateurs définis dans la base de données. Donc fatalement, je vais faire à peu près la même chose ici, à savoir créer un statement et lui demander d'exécuter cet ordre SQL. Sauf que ce n'est plus un update, c'est une requête. Donc, ça me renvoie un résultat. Et c'est encore une fois le même débat. Ce qu'il nous faut, c'est être certain d'utiliser le type résultat en provenance de java.sql. Et
je ne fais pas de new result parce que sinon il faudrait que je fournisse une classe concrète et donc je ne veux pas un result pour MariaDB. Non, je demande à l'objet précédemment acquis, à savoir le statement, qui lui-même a été acquis à partir de la connexion, qui elle-même a été acquis à partir du driver qu'on a choisi d'instancier. Et donc du coup, je suis certain qu'ici, on a bien un result pour MariaDB. Mais notez qu'à ce niveau-là, normalement, vous n'avez aucun import de org.mariadb.quelque chose. On est complètement indépendant de la nature de la base de données qu'on est en train de requêter. Si demain vous décidez d'utiliser une autre base de données, il vous suffira de changer ce fichier de configuration, de changer la librairie que vous utilisez, mais dans tous les cas, le code Java devrait rester le même. Très bien. Donc la question maintenant, c'est comment manipule-t-on ce result? Un result, c'est un ensemble de résultats. C'est un ensemble linéaire, si vous voulez. Hein. Il y a n éléments les uns après les autres. Donc on peut faire une boucle du premier au dernier élément. Donc ça ressemble à quelque chose de ce type-là. Tant que sur mon résultat, j'ai encore un prochain élément. Le next, ici, vous renvoie un booléen. Soit il y a encore un nouvel élément à traiter, ça renvoie true, soit on est arrivé sur le dernier élément et c'est false qui vous sera renvoyé. Très bien. À partir de là, si j'ai un élément en cours, ce que je vais m'amuser à faire, c'est à récupérer string. Donc on avait dit l'id, oui non, alors c'est peut-être pas un string, c'est un integer, int id user. Cet id user, je vais le récupérer à partir du result. Et sur ce result, regardez, j'ai un certain nombre de méthodes. Je peux faire des get. Get quoi? Tout dépend de la nature de l'information en base. On avait défini que id user était un numérique entier. Donc on va faire un get int. Et là, vous avez deux alternatives. Soit vous donnez un entier, qui est l'index de la colonne, soit vous donnez le nom de la colonne. C'est comme vous voulez. Par contre, il y a un gag qui, moi, me pose un gros problème métaphysique, on va dire. Normalement, en Java, toutes les librairies que je peux connaître, à chaque fois qu'on travaille sur un ensemble d'éléments, le premier élément, son indice, c'est 0. C'est assez classique, vous avez l'habitude de ça sur les tableaux, vous avez l'habitude de ça sur toutes les collections dans java.util, vous avez certainement l'habitude de ça sur plein d'autres librairies, notamment les librairies d'accès aux fichiers XML par exemple. Eh bien, sachez qu'il y a une entorse à la règle, c'est JDBC. JDBC, effectivement, le premier élément, c'est toujours l'indice 1. Je reconnais que là, si j'avais la possibilité de m'adresser à celui qui a eu cette charmante idée, je lui dirais mon sentiment, parce que systématiquement, bien entendu, quand je pense au premier, mes doigts tapent 0. Non, le premier, c'est bien indice 1. Donc si vous avez le même type de réflexe que moi, méfiez-vous, vous allez voir, vous allez souvent tomber dans ce panneau-là. Les éléments vont de 1 à n, et pas de 0 à n-1. Bon, allez, une fois qu'on le sait... Normalement, c'est plus censé trop nous arriver. En tout cas, ce qu'il faut, c'est réagir vite. Dès que vous voyez qu'on a un problème d'index, il faut vite réagir. Ensuite, on avait un login. Sur mon result, je vais faire un get string de la deuxième colonne. Et puis, regardez, histoire de mélanger un peu les genres, je vais aussi aller chercher le mot de passe. Mais cette fois-ci, je vais faire un result.getString. Mais je ne vais pas utiliser l'indice de la colonne, je vais mettre son nom. C'est la colonne password pour laquelle je veux. Alors, la question c'est est-ce que c'est mieux des indices ou est-ce que c'est mieux des chaînes de caractères? Disons que ça, c'est plus efficace, mais ça, c'est plus lisible. Donc, en fonction de là où est votre priorité, je vous laisse choisir votre manière de travailler. Alors là, je n'avais pas fait attention, mais on avait un login et un password ici qui nous avaient permis d'établir une connexion. Donc là, je vais... voilà, on va changer un petit peu les choses pour ne pas avoir trop de conflits. Ça, c'est le login et le password de ce qu'on a directement au niveau du result. Très bien. Et puis, regardez ici, je vais faire un connection number qui sera donc un result.getInt. Et c'est pareil. Là, soit je mets l'indice, soit je donne le nom de la colonne que je souhaite récupérer. Donc ici, ce que je veux, c'est mon connection number. Une fois que j'ai ça, je vais faire un system.out.println. Alors en vérité, peut-être que je vais plutôt prendre un printf. Et on va afficher donc notre entier, suivi d'un 2 points. Je mettrai le login, le password et
un trait de séparation et un %d pour le nombre de fois où il s'est connecté. Et là, j'envoie donc rs id user, rs login, rs password. Ah, j'ai une petite coquille sur le password. Voilà, donc c'est corrigé. Donc rs password. Et puis enfin, rs connection number. Normalement, en faisant ça, on devrait sortir tous les utilisateurs. Alors, sauf que c'est pas parfait encore une fois. Pourquoi ? Ben, regardez bien, je prends l'interface Result7. Et qui avons-nous encore une fois ici ? Ben, auto-closable. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez fini de travailler avec un Result7, ben, vous êtes censé fermer ce Result7. Donc soit ici vous faites un Result7.close, c'est une première solution, soit encore une fois vous faites un try sur cette ressource, un try with resources, et ici vous dégagez automatiquement le Result7 en faisant un close en sortie de bloc. Très bien. Alors regardez, bon, normalement ça marche parfaitement. On a bien sorti tous les éléments de la base de données. Notez que ici, on a la construction s'appelle try with resources au pluriel. Pourquoi ? Parce que quand vous avez deux syntaxes comme ça, vous pouvez éventuellement cumuler les choses en mettant un point-virgule. Et ça veut dire que je crée d'abord un statement, après je crée le Result7 par rapport à ça, et en sortie, les destructions seront faites dans l'ordre inverse. Les clauses seront faites dans l'ordre inverse, donc il fera d'abord un close sur le Result7 pour ensuite faire un close sur le statement. Et toutes mes ressources dans le try with resources sont séparées par un point-virgule. On vérifie, bouton droit, run as, Java application, notez, ça marche tout aussi bien. Bon, ça c'est parfait. Et donc, à partir de là, voilà comment se connecter donc, à une base de données. Donc pour ce tuto, on va s'arrêter là. Et dans le prochain tuto, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il faut se méfier. Effectivement, quand on manipule une base de données, il y a des possibilités de failles dites d'injection SQL qui peuvent arriver. Et donc, selon la manière dont vous allez utiliser ce que je viens de vous montrer, vous pourriez avoir de très très gros problèmes de sécurité. Donc, pour bien comprendre ces aspects-là, je vous invite à suivre le prochain tuto qui vous parlera donc de tout ce qui est faille d'injection SQL. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite.